La fête annuelle du jardin de Saint-Marie-Mide avait toujours été le point culminant du calendrier estival, un charmant mélange de guirlandes, de concours de génoises Victoria et du doux tintement des tasses à thé contre les soucoupes. C'était, comme Madame Bantry l'avait un jour déclaré, un lieu où rien ne se passe jamais et où chacun espère secrètement que quelque chose arrivera. La fête se tenait, comme toujours, dans les vastes jardins de l'ancien presbytère. Des tentes aux rayures vives parsemaient la pelouse verte, proposant de tout, des confitures et des conserves aux mitaines tricotées main et aux potins locaux. Un parfum de lavande flottait dans l'air chaud de juillet, et l'étang près du saule pleureur scintillait paisiblement au soleil. C'était, à tous égards, un après-midi anglais parfait. Miss Marple, vêtue de gris doux et confortablement assise sous un parasol près de la tente à thé, sirotait son Darjeeling avec un léger amusement. Ses yeux bleus pâles, d'une douceur trompeuse, parcouraient le parc. Elle voyait des choses que les autres ignoraient, comme Madame Edgecombe hésitait un instant de trop lorsqu'on l'interrogeait sur l'endroit où se trouvait son mari, comme le jeune Ronald Sim évita de croiser le regard de sa fiancée lorsqu'elle complimenta les résultats du concours de confiture. Pour d'autres, ce n'était que de banales difficultés sociales. Pour Mademoiselle Marple, ce n'était que de minuscules perturbations à la surface des vagues de la vie du village, souvent annonciatrices d'orage. À 16 heures précises, la fête atteignit son point culminant annuel, la course de canards sur l'étang Willow. Enfants et adultes se rassemblèrent le long des berges pour encourager les canards en bois numérotés qui descendaient le courant. Ce fut un moment d'unité, de rire et d'un soupçon de pari amical. C'est alors que le cri retentit, aigu, totalement incongru avec la gaieté. Les têtes se tournèrent à l'unisson. Mademoiselle Marple posa délicatement sa tasse de thé sur sa soucoupe. Le son provenait de l'autre côté de l'étang, juste au-delà du kiosque. Un groupe d'invités se précipita vers le bruit, certains plus poussés par la curiosité que par l'inquiétude. Là, debout sur le chemin de gravier, se tenait Miss Cynthia Marchbanks pâle, tremblante, désignant le bord de l'eau d'une main tremblante. Flottant parmi les concurrents de la course de canards, à moitié submergé et d'une immobilité grotesque, se trouvait le corps d'Harold Symington, le notaire local. Son panama avait dérivé à plusieurs mètres, flottant absurdement dans les roseaux. Il y eut un moment de silence stupéfait, rompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge du kiosque. « Oh ah là là !» murmura Miss Marple en se relevant avec effort. « Quel malheur !» Et pourtant, ajouta-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour les autres, ce qui n'était pas totalement inattendu. Le lendemain matin, le village de Saint-Marie-Mide était en proie au ragot. La nouvelle de la mort prématurée d'Harold Symington s'était répandue avec la rapidité et l'efficacité d'un incendie de forêt en été. À 9h30, chaque boutique, chaque salon et chaque de jardin témoignaient d'une version de la tragédie. Mademoiselle Hartnell avait entendu dire qu'il avait été empoisonné et jeté dans l'étang. Madame Price Ridley affirmait qu'il souffrait d'une faiblesse cardiaque et qu'il avait simplement basculé. Monsieur Petrick, chez le marchand de légumes, était certain qu'il s'agissait d'une dispute, point argent, une affaire sordide avait mal tourné. Personne ne parvenait à s'accorder, mais tous étaient convaincus d'avoir raison. Comme souvent à Saint-Marie-Mide, les faits étaient rares et les spéculations abondaient. Le facteur, M. Dan, avait près d'une heure de retard dans sa tournée, s'étant arrêté prendre le thé dans pas moins de 4 chaumières, chacune insistant pour entendre la dernière dépêche du village. Même le révérend Tilling, un homme d'église habituellement placide, fronça les sourcils en passant devant l'étang ce matin-là, murmurant quelque chose à voix basse sur la méchanceté humaine. Au cœur de tout cela se trouvait une vérité indéniable. Harold Symington, un homme d'un rang respectable et aux pantalons soigneusement repassés, était bel et bien mort. Le corps avait été retrouvé dans l'étang au saule par l'agent Hargreaves et 2 garçons réticents du village. Symington était entièrement vêtu, à l'exception de sa veste, qui fut retrouvée plus tard soigneusement pliée sous un banc près du kiosque. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni aucune preuve immédiate d'acte criminel.
si ce n'est le fait singulier que sa montre s'était arrêtée à 15h52. Un détail que l'agent jugeait probablement insignifiant, mais que Miss Marple rangeait discrètement dans son classeur mental bien rangé. À 11h, Miss Marple était assise dans son modeste salon, disposant des proies de senteur dans un vase, tout en écoutant, avec son mélange habituel de politesse et d'attention, sa visiteuse de l'après-midi, Madame Lucinda Bantry. Je vous le dis, Jane, il y avait quelque chose de très étrange chez Harold ces dernières semaines, déclara Madame Bantry en levant sa tasse de thé avec un air théâtral. Il était distrait. Je l'ai vu passer devant le cimetière un soir. Je ne peux pas vraiment expliquer. Il y avait quelque chose de furtif chez lui. Comme un homme qui a un secret. Miss Marple hocha doucement la tête. Tant de gens ont des secrets, Lucinda. Un sacré fardeau, vraiment. Mais quel genre de secret mènerait au meurtre? Ou pensez-vous que c'était un accident, après tout? Je crois que Miss Marple dit doucement, en tournant légèrement le vase pour capter la lumière du matin, que Harold Symington n'était pas du genre à tomber dans un étang par accident. Surtout pas au milieu d'une fête publique. Madame Bantry cligna des yeux. Grand Dieu, croyez-vous vraiment que quelqu'un ait voulu lui faire du mal? Miss Marple, comme à son habitude, ne répondit pas directement à la question. Au lieu de cela, elle changea légèrement de sujet. J'imagine que la police sera pressée de tirer une conclusion. J'espère vraiment qu'elle sera minutieuse. Lucinda soupira. L'inspecteur Craddock a déjà été appelé, Dieu merci. Hargreaves était bien intentionné, mais il n'a pas réussi à trouver un voleur dans un placard. Miss Marple sourit faiblement, dissimulant son adhésion. Elle avait déjà rencontré l'inspecteur Craddock, un homme intelligent, doté d'un sens de l'humour et d'une humilité suffisante pour parfois suivre les conseils d'une vieille dame avec des aiguilles à tricoter et la fâcheuse habitude d'avoir raison. En début d'après-midi, l'inspecteur Craddock était bel et bien arrivé, marqué par un raidissement soudain des dos et le retrait précipité des badauds des portes du presbytère. Le vicaire, le révérend Teeing, avait aimablement offert son bureau comme quartier général de fortune pour l'enquête. Craddock, grand et l'esprit sec, examinait le plan du village déroulé sur le bureau en chêne du vicaire. « Eh bien, murmura-t-il, presque pour lui-même, si quelqu'un avait l'intention d'assassiner cet homme, il avait certainement choisi un moment dramatique pour le faire. L'agent Hargreaves s'éclaircit la gorge. « Monsieur, j'ai recueilli les dépositions de la plupart des participants à la fête. Quelques-uns disent avoir vu M. Symington près de la tente à canard peu après 15 heures. Il était une vingtaine de minutes avant que son corps ne soit retrouvé. » Craddock hocha la tête. Était-il seul? Presque. Mademoiselle Cynthia Marchbank dit l'avoir vu parler à une femme qui ne pouvait dire qui, car elle avait le dos tourné et portait un de ses grands chapeaux. Ça aurait pu être Madame Edgecombe ou même Madame Ridley, selon la personne à qui on pose la question. Craddock grimaqua. Donc, aucune aide. Non, monsieur. Il se tourna de nouveau vers la carte. Pourtant, un homme meurt lors d'un événement public, et personne ne voit rien. Incroyable, n'est-ce pas? Miss Marple, qui était entrée discrètement dans le presbytère sous prétexte d'apporter de la crème au citron pour le thé du révérend, s'autorisa un léger sourire en entendant cette remarque. Elle posa le bocal sur la table d'entrée et s'attarda près du porte-manteau, invisible pour la plupart comme d'habitude, mais absorbant tout. À l'étage, chez Symington, l'ambiance était aussi fragile que de la porcelaine. Sa veuve, Eleanor Symington, une femme mince et gracieuse aux cheveux grisonnants prématurément coiffés en un élégant chignon, était assise, les yeux secs, dans son petit salon. En face d'elle, perchée comme un oiseau aux aguets, se tenait sa sœur cadette, Caroline Edgecombe. « Je ne peux pas faire semblant d'avoir le cœur brisé, » disait Caroline sans détour. Harold était difficile, et ce n'était pas un saint. Eleanor ferma brièvement les yeux. « Malgré tout, c'était mon mari. Ça me semble mal de bavarder, de commérage. » Caroline croisa les jambes et haussa les épaules. Les commérages sont la seule source d'économie fiable du village. Et tu dois te préparer, Ellie. Il y aura des questions. Sur les finances,
sur cette transaction foncière du mois dernier, et même sur Jérémie. Éléanore leva brusquement les yeux. Jérémie n'avait rien à voir avec ça. Je ne dis pas qu'il y était pour quelque chose. Mais il travaillait avec Harold. On va se poser des questions. En bas, la gouvernante, Madame Cribin, était dans la cuisine, se tordant les mains. Il était d'humeur ce matin-là. Il a crié sur le livreur de journaux, il l'a fait. Et le lait était en retard, ça l'a dégoûté. Puis il est parti sans un mot, sans même prendre sa canne. Le village a réagi non seulement par des commérages, mais aussi par un changement tangible de routine. Les voisins traversaient la rue pour éviter les conversations gênantes. Les commerçants baissent la voix. Les enfants, d'habitude bruyants et insouciants, jouaient tranquillement près des haies, conscients que quelque chose, qu'ils connaissaient bien, n'était pas ce qui avait rompu le doux rythme du village. Le soir, l'étang du presbytère avait été fermé par des cordes. Les canards avaient été retirés et un panneau indiquait désormais « Zone fermée, enquête de police ». Miss Marple était assise tranquillement à sa fenêtre, surplombant la ruelle, ses aiguilles à tricoter cliquetant sans cesse sur ses genoux. Elle ne savait pas encore qui avait tué Harold Symington, mais elle avait suffisamment vu la vie pour savoir quand une mort n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être. Elle se souvenait de son visage cet après-midi-là, tiré, tendu et étrangement résolu. Elle se souvenait aussi de la jeune femme de l'épicerie, Béatrice, croyait-elle, qui avait laissé tomber son plateau de thé lorsque le cri a retenti. Non pas sous le choc, mais sous la panique. C'était intéressant. Oui, c'était un meurtre bien fait, si tant est que ce soit un meurtre. Mais Miss Marple, qui avait depuis longtemps appris le langage de la propreté et du désordre, soupçonnait que le village allait sombrer dans le désordre. Ce fut le surlendemain de la fête que l'inspecteur Craddock fit sa première visite officielle à domicile, remontant à grands pas le chemin balisé menant à la résidence des Symington, peu après 8 heures. Une légère bruine embaume l'air, adoucissant la vue sur le village et donnant aux haies bien taillées et aux rosiers du jardin un éclat argenté et lourd. À l'intérieur, Eleanor Symington était assise dans le bureau de son défunt mari, où une légère odeur de tabac à pipe flottait encore au rideau. Elle était impeccablement vêtue de crêpe noire, une broche de deuil discrètement épinglée à son col. Son sang-froid était presque parfait, si ce n'est la façon dont elle serrait l'accoudoir du fauteuil avec un peu trop de force. « Vous devez comprendre, inspecteur, dit-elle après que Craddock eut expliqué le but de sa visite, Harold n'était pas universellement aimé. Il pouvait être brusque. Il avait du caractère. Mais un meurtre? Cela paraît complètement faux. Craddock hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur elle. Avait-il évoqué des disputes récentes, professionnelles ou autres? Non, mais Harold ne partageait jamais grand-chose. Pas avec moi. Il gardait ses affaires très secrètes. Craddock marque une pause. Et les affaires personnelles? Y avait-il quelqu'un d'autre? Eleanor cligna des yeux. Puis, d'un ton de fer sous du velours, elle répondit, « Si vous parlez d'une liaison, l'inspecteur Harold était un homme à appétit. Mais il était aussi très prudent. Il n'aurait pas risqué un scandale. Pourtant, risque et imprudence sont souvent sur la corde raide, observa Craddock. Eleanor ne dit rien. Ses mains étaient maintenant jointes sur ses genoux, les paumes blanches. En prenant congé, Craddock croisa Caroline Edgecombe dans le couloir. Elle lui lança un regard entendu. « J'espère vraiment, dit-elle d'un ton malicieux, que vous posez les bonnes questions, inspecteur. » Harold avait les doigts dans plus de tartes qu'il ne pouvait en compter. « Si vous cherchez un mobile, vous en trouverez un paquet chez le notaire. » Craddock émit un son évasif et sortit sous la bruine. Il détestait les entretiens qui ne donnaient que des résultats superficiels. Il préférait les gens qui craquaient, même un tout petit peu. Cela lui facilitait la tâche. Pendant ce temps, au cœur du village, Miss Marple se rend à la bibliothèque locale, un modeste bâtiment en pierre qui sentait le papier moisi et le cirage à bois. Elle y trouva le jeune Jérémie Fullerton, l'associé junior d'Harold Symington, assis à une table de lecture, un exemplaire intact de la Low Carterley Review devant lui. « Jérémie, dit-elle gentiment,
Je suis tellement désolé d'apprendre la nouvelle de M. Symington. Une chose si horrible, et dans un lieu aussi public. » Jérémie leva les yeux, surpris. Ses yeux étaient injectés de sang, mais pas de larmes. Il semblait épuisé. « Oh, Miss Marple. Merci. Oui. Affreux. Je n'arrive toujours pas à y croire. Vous avez travaillé avec lui, n'est-ce pas? De près, je crois. » Jérémie hocha la tête d'un air fatigué. « 4 ans. Il m'a embauché dès ma sortie de Cambridge. Il disait que j'avais le sens des chiffres et le silence. Je crois que c'était un compliment. » Miss Marple ricana doucement, puis s'assit en face de lui, l'air doucement inquiet. « Vous l'avez sûrement vu le jour de la fête? » Jérémie hésita. « Oui, brièvement. Il est passé au bureau le matin, a déposé quelques dossiers et a mentionné avoir besoin de parler à un client. Mais il n'a pas dit qui. C'est étrange. On pourrait croire que la fête serait une distraction. Oui, eh bien, Harold n'a jamais vraiment arrêté de travailler. Il avait emporté son grand livre avec lui, croyez-moi. Il l'a laissé dans le kiosque, apparemment. » Miss Marple haussa un sourcil. « Vraiment? Et a-t-il été retrouvé? » Craddock m'a interrogé à ce sujet. « Il a toujours disparu. » Elle tapota du bout des doigts, pensive. C'était très curieux. Les lèvres de Jérémie tressaillirent, presque un sourire. « S'il réapparaît, je ne serais pas surprise que la moitié du village finisse par être impliquée dans quelque chose. » Miss Marple sourit en retour. « Espérons que ce ne soit qu'une exagération. Mais d'après mon expérience, ce sont généralement les éléments omis dans un dossier qui sont les plus révélateurs. » Cet après-midi-là, le presbytère fut de nouveau le théâtre d'un murmure d'enquête. L'inspecteur Craddock avait prévu de rencontrer tour à tour plusieurs invités à la fête, espérant que la proximité raviverait leurs souvenirs ou briserait les façades prudentes. Cynthia Marchbank fut parmi les premières. Grande et élégante, elle arrive pile à l'heure et avec une certaine suffisance. « J'espère ne pas vous faire perdre votre temps, inspecteur, » dit-elle en lissant les manches de son chemisier en soie. « Mais c'est moi qui ai découvert le corps, et j'estime qu'il est de mon devoir civique d'apporter mon aide du mieux que je peux. » Craddock Louis offered un sourire pâle. « Chaque détail compte, mademoiselle Marchbank. Peut-être pourriez-vous me répéter ce que vous avez vu. » Je venais de finir de parler à madame Bartlett de la confiture et leur confiture de groseille était un désastre absolu. La pauvre, et je me dirigeais vers le kiosque. J'ai vu quelque chose flotter dans l'étang et j'ai supposé que c'était un des canards. Mais ensuite, j'ai vu la veste sur le banc, et je me souviens avoir pensé que c'était étrange de la laisser si proprement. Et alors? Eh bien, j'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que ce n'était pas un canard. C'était Harold. Elle s'est arrêtée, les yeux plissés. Mais maintenant que j'y pense, je me demande si quelqu'un l'a attirée là. Tout cela semblait tellement mis en scène. Craddock s'est penché en avant. Mise en scène? Oui. Je veux dire, quel notaire apporte des registres à une fête de village? Et pourquoi plier sa veste avec autant de précision avant de se noyer? Craddock l'a remercié et l'a congédié d'un hochement de tête, notant une note dans son registre. Mademoiselle Marchbank était peut-être théâtrale, mais elle n'avait pas tort. Plus tard, il a brièvement rencontré Béatrice Lane, la jeune fille qui avait aidé à servir le thé à la fête. Elle a tripoté son tablier et évité le contact visuel. « Je n'ai pas vu grand-chose, monsieur, » a-t-elle marmonné. « Je portais un plateau à la tente des canards quand le cri a retenti. Je l'ai laissé tomber. »« Pourquoi avez-vous laissé tomber le plateau, Béatrice ?» J'ai été surprise. Ou effrayée. Elle a hésité. « Aviez-vous vu monsieur Symington avant cela? Je l'ai vu parler à quelqu'un dans le kiosque, je crois. Une femme. Mais je n'ai pas vu qui. Elle portait une écharpe rouge, je m'en souviens. » Craddock s'est assis. « Merci, Béatrice. C'est utile. » Lorsque la jeune fille est partie, mademoiselle Marple, qui tricotait discrètement dans le salon du vicaire pendant ses réunions, a levé les yeux. « Une écharpe rouge ?» a-t-elle répété presque pour elle-même. « C'est intéressant. » Craddock l'a regardé d'un air sévère. « Vous pensez que c'est pertinent? » « Je pense, dit doucement mademoiselle Marple,
que la femme qui la portait a peut-être bien plus à cacher qu'elle ne le pense. Ce soir-là, la bruine est revenue avec force et le village s'est replié sur lui-même, au rythme paisible du foyer et des habitudes. Mais le malaise s'était installé comme l'humidité sous le plancher. Les conversations étaient étouffées et les portes verrouillées avec plus de soin que d'habitude. Dans le cottage d'angle près du pré, mademoiselle Hartnell jura avoir aperçu quelqu'un rôder près de l'étang après le crépuscule. Au presbytère, le révérend Ying trouva un coin déchiré de ce qui ressemblait à un papier de registre, coincé sous un arbuste. Et à la résidence Symington, Eleanor resta longtemps au bureau de son mari, retournant la clé du tiroir qu'elle tenait à la main avant de la ranger dans un tiroir à elle. Mademoiselle Marple, sirotant son chocolat à la lumière d'une lampe, passa en revue son répertoire mental. Une écharpe, un registre manquant, une veste trop soigneusement pliée, et un notaire au secret bien gardé. Un meurtre, murmura-t-elle enfin, n'est jamais bien rangé, aussi bien habillé soit-il. Au troisième matin, le village avait pris l'allure d'un lieu en attente d'une résolution, mais redoutant sa nature. La pluie avait cessé, mais le ciel restait d'un gris plombé, et les rues de St. Mary étaient inhabituellement calmes. Les magasins ouvraient tard. Les rideaux étaient tirés. Même les chiens semblaient aboyer moins. C'était le genre de silence qui s'installe lorsqu'un non-dit subsiste entre tous. Au bureau de poste du village, où Miss Marple s'était arrêtée pour récupérer son courrier hebdomadaire, elle trouva un petit groupe de villageois murmurant près du comptoir. Ils se séparèrent instinctivement à son approche, mais non sans avoir entendu quelques bribes murmurées. Le registre du notaire, une histoire d'argent disparu, et Jérémie Fullerton, bien sûr. Miss Marple accepta son courrier d'un hochement de tête courtois et sortit. Elle s'arrêta sous les paniers de fleurs suspendus et jeta un coup d'œil en arrière. Personne ne la suivit. Pourtant, un sentiment persistait, un sentiment qu'elle connaissait bien. Le village avait attiré son attention. Un nom avait été proposé. Et une fois que l'esprit collectif de St. Mary s'était fixé sur une personne, la vérité devenait une question d'opinion. Elle prit le chemin le plus long pour rentrer, ses pieds la guidant le long de l'étang Willow. Le ruban jaune de la police flottait encore doucement au vent, barrant sans conviction la scène. La surface de l'étang avait retrouvé son calme habituel, ne trahissant rien de ce qui s'était passé quelques jours plus tôt. Mais quelque chose dans le banc près du kiosque la harcelait. La façon dont la veste avait été pliée. Son emplacement. Sa visibilité. Ce n'était pas le geste d'un homme désespéré, c'était le détail de quelqu'un qui mettait en scène une scène. Elle n'était pas la seule à en avoir tiré des conclusions. Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Craddock se rendit au modeste bureau où travaillait Jérémie Fullerton. La porte portait encore les noms de Symington et Fullerton, sollicitor, en lettres dorées délavées. Une nouvelle couche de peinture avait été appliquée un mois plus tôt. Miss Marple l'avait regardée sécher en passant faire ses courses, mais elle paraissait déjà quelque peu vieillie, comme touchée par un scandale. Jérémie se tenait derrière son bureau lorsque Craddock entra, la cravate de travers et les yeux cernés de cerne. « Je suppose que vous êtes venu pour vous interroger à nouveau sur le registre, dit-il sans préambule. Craddock hocha la tête. Entre autres choses, vous avez mentionné la disparition du registre. Pouvez-vous me dire ce qu'il contenait? Jérémie hésita. Pas précisément. Harold était toujours prudent avec ses archives personnelles. Ce n'était pas un document officiel de l'entreprise, c'était le sien. Une sorte de comptabilité privée. Je l'ai vu s'y référer de temps à autre, généralement après certaines réunions. Des réunions avec des clients? Parfois. Mais pas toujours. Une ou deux fois, je crois qu'il a écrit des notes sur des affaires personnelles ou des dettes, peut-être. Des prêts. Il ne faisait pas entièrement confiance aux banques. Craddock haussa unsourcel. Il pouvait donc contenir des informations compromettantes. Très probablement, dit Jérémie, presque trop vite. Craddock tourna lentement le bureau, observant le jeune homme. Dites-moi, où étiez-vous à 3h30 le jour de la fête? Jérémie S.E. Harissa.
J'ai déjà dit que j'étais à la tente-à-thé avec Madame Bartlett. Elle m'a demandé de porter un plateau. La moitié du village m'a vu. Craddock hocha la tête. Oui, c'est vrai. Et pourtant, la veste d'Harold a été retrouvée à proximité. Son grand livre a disparu. Et vous, en tant qu'associé junior, vous auriez le plus à gagner professionnellement de son absence. L'amtoira de Jeremy, ça serra. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec sa mort, je n'insinue rien, interrompit Craddock. J'imagine. Il y a une différence. Dehors, quelques têtes se tournèrent tandis que Craddock quittait le bureau. Il marchait d'un pas rapide, conscient du regard silencieux. Même le garçon boulanger interrompit ses livraisons pour le regarder. De retour à la poste, Madame Price Ridley racontait à qui voulait l'entendre que le garçon Fullerton avait toujours eu un côté sournois, point lui aussi il était malin. Celui-là. Elle n'avait jamais aimé son écriture sur les bulletins du village, prétendait-elle. Beaucoup trop moderne. Cet après-midi-là, l'inspecteur passa au cottage de Miss Marple. Elle l'accueillit avec une théière de thé d'Assam et une assiette de scone au raisin. « Vous avez entendu, j'imagine, dit-il en s'installant. Le village pense que Jérémy Fullerton est notre homme. Miss Marple remuait délicatement son thé. Oh oui, son nom est sur toutes les lèvres, un peu comme une nouvelle recette. Craddock esquissa un léger sourire. Je ne suis pas convaincu, cependant. C'est trop bien fait. Oui, acquiesça doucement Miss Marple. Et un meurtre, comme nous le savons tous les deux, est rarement bien fait. Craddock se pencha en avant. J'ai un mobile pour d'éventuels méfaits financiers. J'ai eu une opportunité, il était assez proche pendant la fête. Mais quelque chose cloche. Jérémy est malin, certes, mais il est aussi nerveux. J'ai vu la culpabilité et j'ai vu la peur. Il en a un, mais pas les deux. Miss Marple hocha la tête. Il a la peur d'un homme qui se sait suspecté, mais pas la culpabilité d'un homme qui a été tué. Craddock soupira. Alors, si ce n'était pas Jérémy. Alors qui? Miss Marple posa sa tasse de thé. Dites-moi, inspecteur, quelqu'un a-t-il demandé où se trouvait Madame Edgecombe au moment du meurtre? Craddock cligna des yeux. Pas directement. Non. Elle prétend qu'elle aidait à la décoration florale. Oui, et pourtant personne ne semble se souvenir de l'avoir vue avant le cri. Je trouve cela étrange. Je vais prendre note pour lui reparler. Et le foulard rouge? Demanda-t-elle. Craddock avait l'air sombre. C'était peut-être le sien. Elle en portait un à la fête, mais dit l'avoir enlevé en milieu d'après-midi. L'expression de Miss Marple était douce, mais sa voix était incisive. Alors peut-être la question, où est ce foulard maintenant? Ce soir-là, l'inspecteur Craddock visita le cottage de Caroline Edgecombe. Elle ouvrit la porte avec sa vivacité habituelle, son cardigan gris jeté sur une épaule et les mains moites de jardinage. « Inspecteur, dit-elle d'un ton neutre, vous êtes venu m'arrêter aussi? Tout le village semble croire que j'abrite des assassins dans mon abri de jardin. » Craddock eut un léger sourire. « Pas du tout. Juste quelques questions complémentaires. Vous souvenez-vous où vous étiez entre 3 et 4 heures le jour de la fête? » Dans la salle paroissiale, répondit-elle d'un ton sec. Vous aidiez à réarranger les compositions florales après que quelqu'un eut renversé un vase. Demandez au révérend Teeing si vous ne me croyez pas. Craddock Pertnote. Et votre écharpe rouge? Qu'en pensez-vous? Elle a disparu. Elle eut un petit rire. Oh, pour l'amour du ciel. Je l'ai laissée dans la tente-à-thé. Probablement encore là, sous une pile de serviettes. Craddock la remercia et se retourna pour partir. Mais ce faisant, il remarqua une odeur particulière provenant du jardin latéral, quelque chose de piquant et de chimique, étrangement déplacé parmi la lavande et le thym. Il marque une pause. « Qu'est-ce que tu utilises pour tes massifs de fleurs ?» Caroline suivit son regard. « Juste un peu de désherbant. » Le genre dont Harold se plaignait. Il disait toujours que j'en faisais trop. Craddock ne dit rien, mais le mot qu'il griffonna dans son carnet était plus long cette fois. De retour à son cottage, Miss Marple ajoutait un dernier rang à une délicate manchette en dentelle lorsqu'une pensée arrêta son aiguille en plein vol.
C'était une écharpe. L'écharpe et le parfum. La veste est impeccable. Le registre manquant. Et les réactions, la peur, l'envie de contrôle. Je crois vraiment, murmura-t-elle, que la vraie question n'est pas de savoir qui avait des raisons de tuer Harold Symington, mais qui avait des raisons de protéger ce qu'il savait. Et sur ces mots, la dentelle reprit, ses aiguilles cliquetant comme un métronome comptant à rebours vers l'inévitable. Ce fut le 4e jour, alors que le soleil d'été se libérait d'un voile de nuages persistants, que Miss Marple se retrouva debout au bord de l'étang au saule. La brise s'était légèrement réchauffée, emportant avec elle le parfum du chèvrefeuille et quelques effluves de cuisson provenant de la place du village. Elle n'avait aucune raison réelle d'être là, pas une qu'elle aurait voulu avouer à voix haute. Mais l'étang, avec son eau calme et ses bancs soigneusement disposés, l'appelait comme le font souvent les puzzles inachevés. Quelque chose dans le décor ne lui avait jamais vraiment convenu, pas le décor lui-même, mais sa composition. Comme si un tableau avait été peint, mais qu'un seul coup de pinceau l'avait empêché de détourner le regard. Elle s'arrêta près du kiosque. Le banc présentait encore de légers plis dans le bois où la veste d'Harold Symington avait reposé. Le chemin de la course de canard avait été déblayé, les algues taillées comme pour encourager l'oubli. Mais le souvenir persistait obstinément dans des endroits comme ceux-ci. Ce qui la frappa de nouveau, comme la veille, fut la visibilité du banc sous presque tous les angles. N'importe qui passant à proximité l'aurait vu. N'importe qui y aurait posé la veste aurait été exposé pendant au moins quelques secondes. Un meurtrier, pensa-t-elle, voudrait faire vite. Pourtant, la veste avait été pliée avec soin, délibérément. Pas jetée, pas cachée. Ce n'était pas un geste précipité. C'était un message. Mais que signifiait-il? Elle se retourna en entendant des pas et vit Béatrice Linde s'approcher sur le trottoir, un panier de linge sous le bras et une expression de culpabilité illuminant son jeune visage. Béatrice travaillait à temps partiel chez les Symington. Ni vraiment femme de ménage, ni vraiment gouvernante, quelque chose entre les deux. Quelqu'un qui remarquait les choses, soupçonnait Miss Marple, et à qui on avait appris à ne rien dire. « Bonjour, Béatrice », dit Miss Marple chaleureusement. « Quelle belle journée pour sécher les draps. » Béatrice hocha vivement la tête. « Oui, madame. Il sèche frais quand la brise est favorable. » Le sourire de Miss Marple ne faiblit pas. « Vous avez été très courageuse d'aider la police à répondre à leurs questions. » La jeune fille cligna des yeux. « Je ne leur ai pas dit grand-chose. Malgré tout, je me souviens que vous avez dit avoir vu une femme près du kiosque. Une femme avec un foulard rouge. » Béatrice hésita, le regard tourné vers l'étang. « Je crois que je me suis trompée, murmura-t-elle. C'était peut-être un jeu de lumière. Ou peut-être qu'elle ne portait pas d'écharpe du tout. Je suis désolée. » Miss Marple posa doucement une main sur son bras. « Béatrice, ma chère, la vérité a une drôle de façon de paraître ordinaire. Ce sont les mensonges qui se parent souvent de couleurs vives. Tu as vu quelqu'un, et tu as peur maintenant. Mais la vérité a une façon de nous envahir, qu'on le veuille ou non. » Les yeux de Béatrice s'emplirent de larmes, et elle baissa les yeux sur le linge qu'elle tenait dans ses bras. « Ce n'était pas seulement l'écharpe, » murmura-t-elle. « Je l'ai vu sortir quelque chose de la poche de la veste de M. Symington. Un petit livre. Rouge foncé, je crois. » Elle le glissa dans son sac à main avant de partir. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et cette femme, tu l'as reconnue? » Béatrice de gluttait difficilement. Je crois que c'était Madame Edgecombe. Ce n'était rien de plus que ce que Miss Marple avait déjà soupçonné, mais la confirmation était lourde de sens. Elle tapota doucement la main de Béatrice, la remercia et continua son chemin, l'esprit plus vif. De retour dans son salon, elle s'assit avec une théière fraîche et déplia ses pensées comme la dentelle qu'elle avait mise de côté. Une écharpe rouge, un registre manquant, une veste trop soigneusement rangée, une fille trop effrayée pour parler. Et Caroline Edgecombe-Clevet, Caroline à la langue acérée qui avait emménagé chez sa sœur la semaine même où Harold Symington avait révisé son testament. Plus tard dans l'après-midi,
l'inspecteur Craddock reçut une discrète convocation de Miss Marple, délivrée par le curé, qui passa au poste avec le message discret suivant. Miss Marple se demande si vous auriez le temps de prendre un thé ce soir. Elle a trouvé quelque chose qui pourrait vous être utile. Craddock arriva peu après 6 heures, son manteau encore humide d'une averse passagère et l'air las et curieux. Il s'était habitué aux méthodes indirectes de Miss Marple et avait appris à ne pas les ignorer. Elle l'accueillit avec son calme habituel. « J'ai réfléchi, inspecteur, dit-elle tandis qu'il s'installait près de Latz. Vous vous souvenez de cette veste pliée? Ça ne vous paraît pas un peu théâtral? Craddock hocha la tête. C'est vrai. C'était soit pour attirer l'attention, soit pour suggérer qu'Harold était assis là volontairement. Exactement. Mais si ça avait dû ressembler à un suicide, le corps n'aurait-il pas été placé plus près du banc? Au lieu de ça, on l'a retrouvé à la dérive avec les canards, pour ainsi dire. Craddock ricana d'un air sombre. Pas très digne comme façon de partir. Silencier. Mais songez que la façon dont la veste était placée nous indiquait que quelqu'un avait pris son temps. Et quelqu'un qui prend son temps et soit stupide, soit sûr de ne pas être dérangé. Craddock se pencha en avant. Ce qui veut dire quoi, précisément? Miss Marple joignit les doigts. Ça veut dire que la personne savait qu'Harold serait là. Peut-être avais-je convenu de le rencontrer, et qu'il ne résisterait pas. Craddock haussa un sourcil. Volontairement aller à la mort, ou volontairement aller rencontrer quelqu'un, et leur fit suffisamment confiance pour baisser sa garde. Craddock se rassit dans son fauteuil, les sourcils froncés. Caroline Edgecombe. Miss Marple esquissa un léger sourire. Je n'ai pas dit ça, mais tu le pensais vraiment. J'ai simplement constaté qu'elle manquait à l'appel au moment crucial, et que Béatrice Lane se souvient d'elle près du kiosque, en train de prendre quelque chose du corps. Craddock s'y leva. Je lui rendrai une autre visite. Si elle a le registre, elle devra m'expliquer pourquoi. Soyez prudente, ajouta Miss Marple doucement. Caroline n'est pas du genre à se laisser piéger facilement. Elle est intelligente, et elle joue sur le long terme. Ce soir-là, Craddock rend visite à nouveau à Caroline Edgecombe. Cette fois, son ton était moins courtois. Elle ouvrit la porte en chemisier crème et pantalon de jardinage, une truelle toujours à la main. « J'allais justement transplanter le romarin, dit-elle, imperturbable. À moins que vous ne préfériez parler d'arbustes, je suppose que c'est à propos d'Harold. »« C'est vrai, » répondit Craddock en entrant sans attendre son invitation. « Disons-le franchement, Madame Edgecombe. Je crois que vous êtes la dernière personne à avoir vu M. Symington vivant. Et je crois que vous lui avez pris quelque chose. Un livre. Enregistré. Caroline Posela, Truelle E.T. Croix Bras. Quelle imagination vous avez, inspecteur? Et je crois que le contenu de ce livre, quel qu'il soit, était suffisamment important pour être tué. Son sourire s'efface alors, légèrement. Si j'avais un tel livre, et je ne dis pas que j'en ai un, comment prouve-t-il quoi que ce soit? Non. Mais le cacher? Oui. Elle pencha la tête. Un vrai tueur ne détruirait-il pas entièrement le livre? Oui, acquiesça Craddock. À moins qu'ils espéraient s'en servir comme moyen de pression. Ou comme protection. Caroline le fixa du regard, le regard perçant. Mais sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était posée. Vous péchez, inspecteur. Vous n'avez aucune preuve. Et aucun mobile. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans son manteau et posa un bout de papier plié sur la table basse. C'était un fragment d'une page arrachée d'un livre trouvé par le révérend Teeing près du bosquet derrière le kiosque. Caroline jeta un coup d'œil. L'espace d'une seconde, son souffle se coupa. À peine perceptible, mais suffisant. Craddock le vit. Et plus tard, Miss Marple aussi, informée qu'un mandat de perquisition avait été demandé cette nuit-là même. Je me demande, se dit-elle en regardant la lune se lever au-dessus des toits, si le véritable secret ne réside pas dans ce que Harold Symington a écrit, mais dans ce qu'il a découvert. Le lendemain matin, l'aube se leva avec une clarté tendue, comme si le soleil n'avait pas encore décidé s'il apporterait de la chaleur ou exposerait des choses qu'il valait mieux laisser à l'ombre. « Ah ça, Mary Mead »
la tension était palpable. La nouvelle de la perquisition au cottage de Caroline Edgecombe s'était répandue avec la rapidité d'un orage d'été, se propageant à travers le village avant même que les cloches de l'église n'aient fini de sonner 8 heures. Chez l'épicier Greenswan, Madame Price Ridley serrait son sac en papier de raisin de Corinthe comme un bouclier moral. « On dit qu'ils ont trouvé un livre, murmura-t-elle à Mademoiselle Hartnell, qui sélectionne soigneusement des pommes. Cache-moi bien un faux panneau dans l'armoire. C'est ce registre. Et qu'en ferait-elle? Demanda Mademoiselle Hartnell, plus intriguée que sceptique. Eh bien, dit Madame Price Ridley avec délectation, certains disent que Harold savait quelque chose sur la succession de son défunt mari. D'autres disent que c'est lié à un prêt qu'elle avait contracté auprès d'Harold et qui n'avait jamais été enregistré correctement. Vous savez ce qu'on dit sur l'argent ancien? Il n'est jamais propre qu'en surface. Ni l'une ni l'autre ne remarquèrent la jeune Béatrice Lane se faufiler devant eux en se rendant au presbytère. Elle avait la tête baissée, les mains dans les poches et les joues rouges de tension. En milieu de matinée, l'inspecteur Craddock avait convoqué Mademoiselle Marple au presbytère, un geste qui ne m'appelait plus aucune explication. Elle arriva, comme d'habitude, avec une ponctualité calme et une petite boîte de biscuits sablés, que le révérend Ting accepta avec gratitude avant de se retirer dans son bureau, préférant laisser l'enquête se dérouler à une distance respectueuse des oreilles ecclésiastiques. Craddock désigna le fauteuil près de la cheminée, où Miss Marple s'installa avec l'aisance de quelqu'un qui a pris depuis longtemps la valeur de la patience. « Nous l'avons trouvé, » dit Craddock sans cérémonie. Derrière un panneau de l'armoire de Madame Edgecombe, enveloppé dans un linge et scellé avec de la ficelle. Miss Marple hocha la tête. Et à l'intérieur, un registre, confirma-t-il, mais pas financièrement. C'est plutôt un registre d'observations personnelles, de noms, de dates, de réunions, quelques annotations sur les transferts de propriété, et 2 entrées concernant un lieu appelé Millbrook Farm. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Millbrook Farm? Eh bien, c'est inhabité depuis près de 20 ans. C'est ce qu'on m'a dit. D'après le registre, Harold a visité la propriété 2 fois le mois dernier. Une fois seul. Une fois, avec les initiales de quelqu'un d'autre, C.E. Caroline Edgecombe. Ça colle, dit Craddock à voix basse. Il remarqua qu'une divergence de limite avait été découverte, point erreur ou peut-être une tromperie sur la propriété de chaque parcelle. Apparemment, les actes actuels contredisent les documents confidentiels conservés par Harold. Miss Marple Sorota's son, the pensive. Cela expliquerait le secret, dit-elle. Et le mobile. Oui, si Caroline pensait hériter de quelque chose, pour finalement découvrir que cela appartenait à quelqu'un d'autre ou si elle l'avait déjà vendu illégalement, conclut Miss Marple. Et Harold l'avait découvert. Craddock se renversa dans son fauteuil en se frottant le front. Elle prétend avoir trouvé le registre après la fête et avoir paniqué. Elle a dit craindre qu'il n'implique sa sœur dans une affaire de fraude. Eleanor, apparemment, était liée à la terre par un plan d'investissement que Harold avait caché. Le tricot de Miss Marple est resté intact sur ses genoux. Et vous la croyez? Je n'en suis pas sûr, admet Craddock. Elle est intelligente. Maître Z. Mais j'ai vu une lueur hier soir, quelque chose proche du désespoir. Et plus on cherche, plus on trouve de petites choses. Des documents mal classés au bureau d'Harold. Une tasse de thé brisée, une page manquante et un corps retrouvé près de l'étang. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Dites-moi, d'où écoutez-vous ce soir? J'apprécie chaque commentaire, c'est ce qui donne vie à ce mystère. Kamenkins. Un prêt versé sous un faux nom. C'est le désordre en dessous. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Caroline avait peut-être essayé de protéger Eleanor. Ou elle-même. Mais je me demande encore si elle avait l'intention de faire taire Harold. Pourquoi le faire si publiquement? Si désordonné? Ça ne lui va pas. Craddock Franca, less sourcils. Vous insinuez que quelqu'un d'autre a mis ça en scène pour la ressembler? Mademoiselle Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur la fenêtre, où une abeille bourdonnait paresseusement contre la vitre.
Je suggère, dit-elle enfin, que parfois, celui qui en sait le plus n'est pas celui qui a agi, mais celui qui a réagi. Craddock resta silencieux. À cet instant, le jeune Jérémy Fullerton était assis dans le bureau du notaire, une liasse de dossiers clients ouvertes devant lui, mais non lus. La pièce semblait plus lourde et plus sombre, même. Les grains de poussière semblaient flotter dans l'air plus délibérément, le tic-tac de l'horloge plus accusateur. Il fixait la photo posée sur le bureau Harold Symington, d'un serment strict dans un costume 3 pièces, debout à côté d'un certificat juridique encadré. « Tu es un salaud, marmonna Jérémy. Mais tu ne mérites pas un étang. » Il prit son thé, but une gorgée et tressaillit. « Froid, bien sûr. » On frappa à la porte, brisa le silence. C'était Eleanor Symington. Elle avait changé. Le deuil lui allait à ravir, au sens littéral du terme. Ses vêtements noirs étaient gracieux, discrets, mais quelque chose avait changé dans son allure. Elle ne réfléchissait plus. Il y avait de la force dans sa posture, dans sa mâchoire serrée. « Jérémy, dit-elle froidement, je suis là pour la comptabilité. » Jérémy hocha la tête en se levant. « Bien sûr. » « Entresse. » Elle s'assit en face de lui, les mains gantées jointes. « J'ai besoin de comprendre exactement ce que Harold faisait. Ce qu'il me cachait. J'ai le droit de savoir. » Jérémy hésita. C'est compliqué. Harold avait des arrangements, des placements personnels, des prêts, une partie des livres. « Je veux tout, » dit Eleanor. « Chaque dossier, chaque détail. » Il hocha lentement la tête, puis marqua une pause. « Il y a autre chose, » dit-il prudemment. « Vous le savez peut-être déjà, mais votre sœur Caroline est peut-être impliquée dans une partie de l'affaire. » Craddock monte un dossier. Les yeux d'Eleanor se plissèrent. « Quel genre d'affaire? Détournement de terrain. Falsification d'acta. Peut-être fraude. Et le registre d'Harold l'implique. » Eleanor se leva, les lèvres pincées. « Alors, il est encore plus important que je le vois. » Pendant ce temps, Miss Marple rendait une nouvelle visite à l'étang cet après-midi, accompagnée cette fois de Madame Bantry, arrivée à l'improviste avec une boîte de biscuits au citron et l'insatiable curiosité d'une femme qui connaissait Jane Marple depuis bien trop longtemps pour ne pas avoir senti le scandale qui se tramait. « Je suppose qu'ils vont accuser Caroline, » dit-elle en marchant. Miss Marple répondit calmement. « Je suppose qu'ils vont essayer. » Madame Bantry s'arrêta et se retourna. « Jane, tu ne crois pas que c'était elle, n'est-ce pas ?» Miss Marple pinça légèrement les lèvres. « Je crois qu'elle a peut-être caché quelque chose. Mais un meurtre? Non, ça ne lui ressemble pas. Alors qui? C'est la question, n'est-ce pas? » répondit Miss Marple. « Nous avons étudié les actions de ceux qui avaient des motivations évidentes. Mais que se serait-il passé si Harold avait découvert quelque chose d'inattendu? Quelque chose au-delà des terres et de l'argent, comme une trahison. » Madame Bantry cligna des yeux. « Vous voulez dire une trahison personnelle? » Miss Marple hocha la tête. « Quelque chose qu'Harold ne pouvait pas se permettre. Quelque chose qui le rendait dangereux, non pas à cause de ce qu'il possédait, mais à cause de ce qu'il savait. » Alors que le soleil plongeait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur l'eau, Miss Marple examina de nouveau la surface de l'étang. Les ondulations avaient disparu. Mais sous l'eau calme, les secrets attendaient toujours. Au matin du 5e jour, le ciel de Saint-Marie-Mide était pur et vif, baigné par la pluie récente et débarrassé de l'humidité stagnante qui planait sur le village depuis la fête. C'était le genre de journée qui semblait promettre un renouveau. Mais sous la voûte bleue et le chant des oiseaux, l'air était étrangement tendu, comme si le village lui-même retenait son souffle. La perquisition au cottage de Caroline Edgecombe et la découverte du registre avaient ébranlé l'équilibre, mais pas de la manière dont les villageois l'avaient espéré. Les rumeurs avaient changé de ton, passant d'une condamnation assurée à une ambiguïté inquiétante. La suspicion, autrefois directe, avait commencé à se renforcer. Au salon de thé, les clients ne spéculent plus avec certitude. Ils chuchotaient. Ils lançaient des regards furtifs.
Il se demandait si Caroline était coupable ou si quelqu'un avait astucieusement placé le registre chez elle pour se protéger. C'est Miss Marple qui avait exprimé cette possibilité à voix haute lors d'un petit déjeuner tranquille avec le révérend Ying. Si quelqu'un craignait d'être démasqué, dit-elle doucement en étalant de la marmelade sur ses tartines, quel meilleur moyen de détourner les soupçons que de placer des preuves là où elles pourraient paraître plausibles. Le révérend remua son thé. Mais n'était-ce pas un sacré risque? Il prendrait sûrement d'être pris sur le fait. Miss Marple leva les yeux, l'air doux mais ferme. Oui, mais les gens désespérés prennent des risques désespérés. Et le meurtre est, avant tout, un acte de désespoir. Le révérend sombra dans un silence pensif. Au commissariat, l'inspecteur Craddock était assis derrière son bureau, penché sur les notes extraites du registre privé d'Harold Symington. La plupart des entrées étaient de son écriture méticuleuse, même si quelques annotations étaient plus récentes, griffonnées à la hâte dans ce que Craddock reconnut désormais comme étant celle de Jérémie Fullerton. Le jeune homme avait apparemment ajouté des mises à jour pour tenir le dossier à jour après le décès d'Harold. Ce qui intriguait Craddock n'était pas seulement les registres financiers, qui étaient déjà assez troubles. C'était la série de notes, les phrases griffonnées au dos, les phrases inachevées et les initiales à peine lisibles. Une sorte de code, ou peut-être juste la sténographie d'un homme qui faisait plus confiance à sa mémoire qu'à l'encre. Une ligne ressortait. Acte répréhensible de Millbrook. Vérifier le dossier Willoughby. J'y impliqué. Redemander à eux pourquoi mentir. Craddock tapota son crayon contre le bureau. Redemander. Eleanor. I'll relate less notes. Le nom d'Eleanor est apparu 2 fois. Une fois lié à un litige foncier. Une fois à un transfert de fonds considéré comme sensible. Mais Harold ne l'accusait jamais directement. Et pourtant, il avait entouré son nom. 2 fois. Jérémie Fullerton entra peu après, appelé pour clarifier une anomalie comptable. Il paraissait de nouveau fatigué, les yeux cernés, la cravate desserrée, les cheveux en bataille. J'ai essayé de fouiller dans les anciens dossiers clients d'Harold, dit-il en se frottant le front. C'est le chaos. Il avait un système étrange, à moitié mémoire, à moitié dossier caché. A-t-il jamais mentionné Eleanor Symington en rapport avec des investissements illégaux? Demanda Craddock sans détour. Jeremy parut surpris. Non, du moins pas à moi. Il ne faisait confiance à personne pour ses affaires personnelles. Pourquoi? Craddock fit glisser le registre sur la table et le désigna du doigt. Jérémie lut la ligne en fronçant les sourcils. Il leva les yeux. Ça pouvait être n'importe qui. Edgecombe, Eleanor, même Edgerton, un entrepreneur qu'Harold avait autrefois employé. Craddock ne répondit pas. Il prit simplement note et détourna la conversation. De retour dans son salon, Miss Marple tricotait, ses aiguilles cliquetant doucement, son esprit s'agitant plus vite que ses mains. Elle pensait à Eleanor maintenant. La veuve était restée curieusement immobile tout au long de l'enquête. Ni affolée, ni en pleurs, mais pas invisible non plus. Eleanor avait demandé à accéder au bureau de son mari. Elle avait rendu visite à Jérémie. Elle avait prétendu ignorer. Et pourtant, Miss Marple l'avait observée une fois, brièvement, dans le cimetière derrière l'église, fixant non pas la pierre tombale temporaire d'Harold, mais quelque chose de bien plus ancien. Une pierre tombale presque polie par le temps. Miss Marple avait reconnu le nom de Willoughby. C'était la 2e fois que ce nom apparaissait. Il figurait également dans le registre d'Harold. Et Harold avait été minutieux. Il ne l'aurait pas noté sans raison. Plus tard dans l'après-midi, elle passa à la résidence Symington sous prétexte de rendre un catalogue de jardinage emprunté. Eleanor la reçut poliment, l'invitant dans la véranda où un plateau de thé était déjà disposé, comme si elle s'y attendait. « Je dois dire, » commença Miss Marple après quelques politesses. « J'ai beaucoup réfléchi au travail d'Harold. Il m'a toujours semblé quelqu'un qui appréciait la complexité des registres fonciers. » Eleanor esquissa un léger sourire sans humeur. Oui, il trouvait du plaisir à démêler de vieilles erreurs. Miss Marple se rôda.
Vous a-t-il déjà parlé de la ferme Millbrook? Il y eut un silence, bref, mais perceptible. C'est vrai, dit lentement Eleanor. Brièvement. Quelque chose à propos d'un acte mal classé. J'ai cru comprendre qu'il était venu récemment. Eleanor baissa les yeux. C'est ce qu'il avait dit. Il voulait confirmer les limites. Je ne l'ai pas accompagné. Miss Marple attended. Il y avait autre chose, un non-dit. Les mains d'Eleanor se resserrent autour de sa tasse de thé. Jane, dit-elle soudain, le nom s'échappant de ses lèvres comme une vieille habitude. Tu dois savoir comme c'était compliqué avec Harold. Il m'a tant caché. Et quand il est mort, ce fut presque un soulagement. La voix de Miss Marple était douce. Et pourtant, cela rendait les choses plus dangereuses. Les secrets deviennent souvent volatiles quand leur gardien n'est plus là. Eleanor posa sa tasse. Il avait des ennemis. Il brutalisait les gens. Il les faisait chanter. C'était un jeu pour lui. Ce registre qu'il utilisait pour garder le contrôle. Et tu craignais d'être la prochaine? Demanda Miss Marple, d'un ton toujours doux. Eleanor ne répondit pas directement. Mais ses yeux vacillèrent, et Miss Marple y lut ce qui n'était pas une confession, mais une compréhension. Eleanor comprenait le jeu. Elle avait vécu avec. Après le thé, Miss Marple rentre lentement chez elle. Elle croisa Jérémie dans le chemin, marchant en sens inverse, et le salua d'un signe de tête. Il semblait distrait, comme si un fardeau pesait sur ses épaules. Elle atteignit son portail et s'arrêta, fixant pensivement le treillis de rose. Quelque chose avait de nouveau bougé. Un fil se détachait, et elle commençait à voir le tissu derrière le motif. Ce soir-là, Craddock appela pour lui poser une question. « Miss Marple, dit-il au téléphone, vous avez mentionné un jour que la mort d'Harold Symington n'était pas seulement une question d'argent. Vous avez suggéré une trahison personnelle. »« Moi, si, répondit-elle. Eh bien, nous venons de découvrir quelque chose dans le dossier Willoughby. Une déclaration sous serment signé. Une sorte d'aveu. Non pas de Harold, mais d'un ancien client. Quelqu'un qui avait admis avoir falsifié un testament il y a 20 ans. Le faux testament réaffirme la propriété de la ferme Millbrook. La voix de Miss Marple était basse. Et qui était l'héritier légitime? Le père de Jeremy Fullerton. Il y eut un silence. Harold savait donc, dit-elle. Il savait. Et apparemment, il comptait le dire à Jérémie. Le mot est daté de 2 jours avant la fête. Alors, je suggère, dit Miss Marple doucement, que vous rendiez une dernière visite au jeune Jérémie. Et cette fois, demandez-lui non pas ce qu'il a fait après la mort d'Harold, mais ce qu'il a fait avant. Dans l'obscurité grandissante, elle raccrocha le combiné et retourna à sa fenêtre. Le village dormait ou faisait semblant. Mais Miss Marple, assise dans la douce lumière de son salon, regardait la nuit s'épaissir. La vérité, elle le savait, n'était plus loin. Elle était dans les gestes, dans le timing, dans les silences que les gens choisissaient et ceux qu'ils essayaient de combler trop vite. Le schéma était presque parfait. Et le meurtre, comme la broderie, laissait toujours une trace. Le lendemain de la découverte de l'affidavit, St. Meade s'installa dans un étrange silence, plus profond qu'auparavant, plus pesant. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement que des secrets remontaient à la surface. C'était aussi que, pour la première fois, on commençait à soupçonner que ce qui avait semblé être une dispute professionnelle pouvait en réalité être quelque chose de bien plus personnel, plus douloureux. La tension se répandit comme un brouillard. Miss Marple le remarqua en entrant dans le cimetière ce matin-là. Les femmes qui taillaient les parterres parlaient en phrases plus courtes. Le révérend Ying marqua une pause au milieu d'une phrase pendant sa lecture matinale et regarda par la fenêtre comme s'il se souvenait d'un souvenir depuis longtemps oublié. Et Madame Bantry, qui était rarement à court de mots, était nettement pâle en s'arrêtant devant le portail de Miss Marple. « On dit que Craddock est allé voir Jérémie, dit-elle d'une voix basse, comme s'il pouvait l'écouter. Quelque chose à propos d'Harold qui en savait plus qu'on ne le pensait. Quelque chose d'ancien, de profond. » Miss Marple hocha la tête mais ne dit rien. Au cœur du village,
L'inspecteur Craddock se tenait dans le petit bureau de Symington et Fullerton, observant le jeune notaire tripoter un stylo-plume qui semblait hors d'usage. « Jérémie, commença Craddock d'un ton neutre, j'ai encore quelques questions à vous poser. Ça ne sera pas long. » Jérémie leva les yeux. Son visage était plus maigre qu'il y a une semaine. Il y eut une certaine fragilité dans sa voix lorsqu'il répondit. « Bien sûr, je peux faire tout ce que je peux. Vous m'aviez dit qu'Harold n'avait pas l'intention de prendre sa retraite, qu'il comptait travailler encore 10 ans. Mais d'après cette déclaration sous serment, il avait commencé à préparer la modification de l'acte officiel de la ferme Millbrook. Cela aurait rapporté une somme considérable à votre famille si le testament initial avait été maintenu. » Jérémie ne dit rien. « Vous l'a-t-il dit » demanda Craddock. Le jeune homme déglutit. Il laissa entendre. « Il m'a dit qu'il y avait quelque chose d'important, qu'il avait découvert une injustice qu'il comptait réparer. » Quand était-ce? 3 jours avant la fête. Craddock hocha la tête. Et t'a-t-il dit qu'il perdrait le terrain si la rectification était acceptée? Jérémie hésita trop longtemps. C'était le client le plus important de ton cabinet. Une société liée au domaine d'Edgecombe. C'est un sacré conflit d'intérêts, tu ne trouves pas? La main de Jérémie se resserra sur le stylo. Je n'allais rien faire. Je n'en savais pas assez. Mais Harold, lui, si. Oui. Et il se fichait de savoir qui serait blessé, tant qu'il se sentait noble. Les yeux de Craddock se plissèrent. L'as-tu suivi à la fête ce jour-là, Jérémie? L'as-tu affronté près de l'étang? Jérémie se leva brusquement, faisant tomber le stylo par terre. Non, je suis allé à la fête comme tout le monde. J'ai aidé à la tente à thé. J'ai ri de la course de canards. Je ne me suis pas approché de lui. Craddock Essevenka. Le registre avait disparu après la fête. Et tu as été aperçu près du kiosque moins d'un quart d'heure avant la découverte du corps d'Harold. Je ne l'ai pas tué. Craddock marque une pause. Mais tu voulais arrêter. Les épaules de Jérémie s'affaissèrent. Il se retourna et se dirigea vers la fenêtre. Il allait nous ruiner, dit-il doucement. Il s'en fichait complètement. Mon père est mort en croyant qu'on nous avait escroqués de cette terre. Ma mère s'est éreintée à essayer de nous maintenir à flot. Et Harold a finalement trouvé la preuve que nous avions raison, et pourtant il hésitait. Il voulait synchroniser cela avec une annonce. Faire un spectacle. Alors tu l'as confronté? Moi si. Je lui ai dit qu'il nous devait quelque chose, qu'il pouvait arranger les choses. Et qu'a-t-il dit? Jérémie laissa échapper un rire amer. Il a dit que la vérité ne concernait pas ce que nous méritions. Il a dit que c'était une question de justice. Comme si les deux choses étaient différentes. Craddock l'observa. L'as-tu menacé? Jérémie se retourna, les yeux brûlants. J'étais en colère. Bien sûr que si. Mais je ne l'ai pas tué. Je l'ai laissé en vie. Tu en es sûr? La voix de Jérémie baissa. Quelqu'un d'autre attendait. Je les ai vus, juste au moment où je m'éloignais. Craddock serraidit. Qui? Jérémie secoua la tête. Je ne vis qu'une silhouette. Une femme, je crois. Une écharpe rouge. Elle venait de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne voulais pas être vu. Craddock l'écrivit, les sourcils froncés. Tu aurais dû me prévenir plus tôt. J'avais peur. Tu me regardais déjà comme si j'étais coupable. Craddock le laissa avec un avertissement de ne pas quitter le village, puis se dirigea directement vers le cottage de Miss Marple, où il la trouva en train d'épousseter une étroite étagère, une odeur de cire à la lavande flottant dans l'air. Il admet avoir affronté Harold, dit Craddock sans préambule, mais il prétend que quelqu'un d'autre s'est approché après. Peut-être une femme. Miss Marple hocha lentement la tête. Alors, il faut se demander ce que cette femme aurait voulu. Car il me semble qu'Harold Symington avait quelque chose de bien plus dangereux que des terres ou des registres. Il avait du pouvoir sur les gens, et il venait de décider de l'utiliser. Craddock s'assit lourdement dans son fauteuil. Si ce n'était ni Jérémie, ni Caroline. Alors qui? Quelqu'un qu'Harold connaissait. Quelqu'un qui craignait ce qu'il révélerait. Quelqu'un qui savait agir vite, avec détermination, mais aussi avec prudence. Quelqu'un qui pouvait jouer un rôle de manière convaincante.
Craddock leva les yeux. Vous pensez à Eleanor? L'expression de Miss Marple ne changea pas. Je crois, dit-elle doucement, que nous avons tous sous-estimé la veuve. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple fait une visite surprise à la maison des Symington. Eleanor l'accueillit avec une surprise visible, mais sans réticence. « Je suppose que vous êtes venu avec d'autres questions, dit-elle en faisant entrer Miss Marple. « Non, ma chère, répondit Miss Marple avec un sourire aimable. Juste quelques observations. Ils étaient assis dans la même véranda où ils avaient discuté. Dehors, un oiseau chantait dans les rosiers. Vous m'avez dit qu'Harold vous avait caché des choses, commença Miss Marple. Mais je me demande si, vers la fin, il a fini par se confier. Eleanor ne dit rien. Vous aviez tant à perdre, poursuivit Miss Marple doucement. Si la vérité sur les avoirs d'Edgecombe éclatait, ton nom serait lié à une fraude, sinon juridiquement, du moins socialement. Et Harold n'hésitait jamais à faire des scènes. Eleanor tournait sa tasse de thé dans ses mains, lentement et sûrement. Il a bel et bien commencé à changer, dit-elle enfin. Il est devenu pensif, comme s'il voulait tout défaire. Il était prêt à dire la vérité, mais il n'a pas envisagé les conséquences pour toi. Je lui ai demandé de ne pas révéler la vérité. Je l'ai supplié. Il a dit que la justice guérirait plus qu'elle ne laisserait. Et quand il n'a pas voulu écouter, les doigts d'Eleanor sont immobiles. Je l'ai regardé marcher vers le kiosque, murmura-t-elle. Je l'ai observé de derrière la tente. Et je savais ce qu'il allait faire. Mais tu ne l'as pas tué. Non, dit Eleanor d'une voix presque inaudible. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre le faire. Le cœur de Miss Marple fait un bond, mais sa voix reste posée. Qui? Eleanor leva les yeux vers elle, les yeux vitreux. C'était Béatrice, la fille. Elle avait suivi Harold depuis le bureau la veille. Je crois qu'elle connaissait le terrain. Elle écoutait aux portes. Son père avait travaillé à Millbrook. Elle pensait que Harold leur avait volé quelque chose. Je crois qu'elle le voyait comme la cause de la pauvreté de sa famille. Et elle a agi par vengeance. Eleanor hocha la tête. Elle avait dû attendre. Peut-être avait-elle entendu ma dispute avec lui. Peut-être pensait-elle que je la protégerais. Miss Marple resta assise, immobile. Allez-vous le dire à l'inspecteur? Eleanor regarda par la fenêtre. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'elle ait eu l'intention de le tuer. Je crois qu'elle a poussé. Il a glissé. Ce fut un instant. Miss Marple se leva et posa délicatement sa tasse de thé sur le plateau. Les instants, dit-elle doucement, définissent tout, à la fin. Alors qu'elle rentrait chez elle, le ciel s'était à nouveau couvert. Le vent forcit légèrement. Et loin derrière elle, invisible, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. La vérité est arrivée, maintenant. Elle ne rompait plus. Elle avançait. Et Miss Marple était prête. Au 6e soir depuis la fête champêtre, les nuages s'étaient dissipés et le ciel au-dessus de Saint-Mary-Mead était devenu d'un gris pâle et lourd. Le tonnerre murmurait à l'horizon lointain mais proche, comme une accusation muette. Le village, enveloppé dans le silence de la pluie qui s'annonçait, semblait attendre à nouveau ce que personne ne disait à voix haute. Dans sa chaumière impeccable, Miss Marple se tenait près de la fenêtre, contemplant le jardin. Elle n'avait pas encore allumé les lampes. Les ombres s'étendaient longues et douces sur son tapis, et le léger tic-tac de la pendule était le seul bruit. Son tricot était resté intact dans le panier à ses pieds. Ses pensées n'étaient plus concentrées sur les aiguilles et les patrons. Elle avait entendu les paroles d'Eleanor la veille et les avait écoutées avec la compassion d'une femme qui comprend la complexité du fardeau et du silence. Mais quelque chose dans cette histoire la démangeait encore. Béatrice, la villageoise tranquille qui marchait toujours la tête basse, qui n'avait jamais élevé la voix au marché, était-elle vraiment capable de pousser un homme à mort, même dans un moment de colère? Miss Marple avait connu trop d'âmes tranquilles prises pour être inoffensives. Pourtant, elle avait aussi connu ceux qui apprenaient à être invisibles précisément parce que cela les servait. Il y avait une différence entre la douceur et l'imitation. Et Miss Marple avait passé sa vie à les distinguer.
Elle entendit frapper juste au moment où les premières gouttes de pluie frappaient les vitres. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'inspecteur Craddock se tenait devant elle, chapeau à la main, son manteau déjà humide de l'averse. « J'ai parlé à Eleanor, dit-il sans préambule, et à Béatrice. Vous avez eu raison de nous rappeler le passé, les vieilles blessures, les trahisons familiales. Mais je ne pense toujours pas que nous ayons la situation complète. » Miss Marple hocha la tête et s'écarta. « Entrez, inspecteur. J'ai mis une casserole, Assam et un petit gâteau aux amandes de la veille. » Craddock la suivit avec l'air faible d'un homme espérant du réconfort mais se préparant à la confirmation de quelque chose de pire. Tandis qu'ils étaient assis, Miss Marple versa son thé et parla, sans tambour ni trompette. « Vous soupçonnez l'histoire de Béatrice. » Craddock prit la tasse, reconnaissant. « Moi si. La chronologie ne concorde pas. J'ai vérifié auprès du pasteur. Béatrice distribuait des cantiques avec Madame Hartnell au début de la fête. Elle n'était même pas près de l'étang avant le cri. » Miss Marple hocha la tête. « Alors quelqu'un ment. Eleanor, elle protège peut-être quelqu'un. Ou elle cache peut-être quelque chose de complètement différent. Mais il y a encore une chose que nous n'avons pas examinée de suffisamment près. » Craddock attendait. La façon dont Harold est mort. Craddock se pencha en arrière. « Nous avons supposé qu'il avait été poussé. » « Bien sûr. Mais s'il était déjà mort avant d'entrer dans l'eau? » Craddock cligna des yeux. « Poison? Rien d'aussi dramatique. En quoi la tête? Ou une crise cardiaque? Quelque chose de soudain et d'imprévu. Et puis quelqu'un prit le temps de déplacer le corps, de plier la veste, de créer la scène. » Craddock plissa les yeux. « Tu penses que ce n'était pas prémédité? » « Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que quelqu'un a paniqué. Et puis quelqu'un d'autre en profite pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. » Craddock avait l'air sombre. « Une deuxième personne? Deux personnes impliquées de manière très différente, dit Miss Marple. L'une qui avait peut-être causé sa mort, peut-être même involontairement. Et l'autre qui arrive quelques instants plus tard et fait un choix calculé. » Elle sirota son thé. « Il est temps que nous ayons une conversation. Une dernière. Je crois savoir qui se cache derrière un masque de vertu. Mais j'aimerais en être sûr. » Et donc tout fut arrangé discrètement et sans chichi. Ce soir-là, sous prétexte d'une simple réunion pour faire le point sur les finances de la fête, Miss Marple invita un petit groupe chez elle. Seulement 4 personnes, Eleanor Symington, Caroline Edgecombe, Jérémy Fullerton et la jeune Béatrice Lane. Chacune affichait une expression différente. Eleanor était calme, son chagrin désormais calqué sur les attentes du public. Caroline était vive, alerte, comme prête à esquiver ou à attaquer. Jérémy semblait mal à l'aise, remuant ses papiers comme s'il avait besoin d'une barrière. Béatrice, pâle et les yeux écarquillés, serrait fermement son sac à main et s'assit dans un coin, presque invisible. Miss Marple avait préparé des scones et préparé une nouvelle tasse d'Earl Grey, un parfum de citron et de bergamote emplissant la pièce. Elle se déplaçait avec une grâce experte, servant assiette et tasse de thé avec ses mains douces habituelles et une voix posée qui semblait presque trop basse pour contenir le poids de la tempête qui s'annonçait. Une fois tout le monde installé, elle s'assit et joignit les mains. « Je voulais vous parler à tous, » dit-elle, « car je crois que nous devons la vérité à Harold Symington. Pas la version que le village a chuchotée. » La braille. Un silence régna. Jérémy s'éclaircit la gorge. « J'ai déjà tout dit à Craddock. Et je crois que vous lui avez dit ce que vous pensiez qu'il avait besoin d'entendre, » dit Miss Marple avec gentillesse. « Mais pas ce qui s'est réellement passé. Aliano serra las levras. Allons-nous vraiment décortiquer la mort de mon mari comme un puzzle de village? »« C'est un puzzle, » répondit Miss Marple, « mais je ne l'ai pas créé. Je souhaite simplement compléter le tableau. » Elle se tourna vers Béatrice. « Ma chère, je sais que vous n'avez pas fait de mal à M. Symington. Je sais que vous n'étiez pas près du kiosque avant le cri. » Beatrice parut stupéfaite. Madame Symington dit que Miss Marple hocha la tête. Oui, et elle avait de bonnes intentions. Mais quelqu'un d'autre était près d'Harold ce jour-là. Quelqu'un qui avait des raisons d'être en colère.
pas à cause de terre ou de registre, mais à cause d'une trahison. Elle se tourna vers Caroline. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, de l'arrangement d'Eleanor avec Harold, les arrangements financiers, ceux qui vous liaient à la propriété de Millbrook. Caroline haussa un sourcil mais ne répondit pas. Vous pensiez qu'Harold allait tout détruire avec ses révélations, poursuivit Miss Marple. Mais je ne pense pas que vous ayez eu l'intention de le tuer. Vous l'avez suivi ce jour-là, et je pense que vous l'avez affronté. Mais je ne crois pas qu'il soit mort de ta main. Silence à nouveau. Puis Jérémie prit la parole. Si ce n'était pas elle, Miss Marple le regarda maintenant. Jérémie, ton nom apparaît souvent dans le registre. Non pas comme un criminel, mais comme un lien. Harold t'a fait confiance jusqu'à un certain point. Et puis il a changé d'avis. Elle se pencha légèrement en avant. Dis-moi, à propos de quoi vous êtes-vous disputé? La voix de Jérémie se brisa. Il a dit que je n'étais pas prête, que je manquais d'éthique. Il allait me faire quitter le cabinet. Et c'est là, dit doucement Miss Marple, que tu as vu tout ce que tu avais à te filer entre les doigts. Jérémie s'est assis. Mais je ne l'ai pas touché. Non, Miss Marple acquiesce. Mais tu l'as laissé bouleverser. Son cœur était faible. Il s'est peut-être effondré sous le choc. En le voyant tomber, tu as paniqué. Le visage de Jérémie s'est vidé de ses couleurs. Et puis quelqu'un d'autre est arrivé. Elle s'est finalement tournée vers Eleanor. Tu l'as trouvé là, effondré, peut-être déjà mort. Tu as vu l'opportunité. Si la mort semblait suspecte, l'enquête serait compliquée. Le registre pourrait disparaître. L'embarras du scandale pourrait être géré. Alors tu as déplacé le corps, plié la veste, créé la scène, rendu le tout théâtral. Eleanor resta silenciosa un long moment. Puis elle hocha la tête, une fois. Je ne l'ai pas tué. Mais si, j'ai arrangé les choses pour lui. Les autres la fixaient du regard. Je ne pouvais pas laisser tout s'écrouler. Pas tout ce que nous avions construit. Il nous aurait ruinés, Caroline et nous, même Jérémie. Il n'avait jamais pensé au prix de sa moralité. Alors j'ai pensé que si ça ressemblait à quelqu'un d'autre, si le chaos me distrayait assez longtemps, je pourrais reprendre le contrôle. La voix de Miss Marple était très douce. Et les chartes? Untouched aversion, admit Eleanor. Tout le monde se souvient d'une écharpe rouge. Craddock, qui était resté silencieux dans un coin pendant tout ce temps, s'avança. J'aurais besoin d'une déclaration officielle. Eleanor esquissa un mensuraire. Bien sûr que si. Alors que les invités partaient, la pluie commença à claquer doucement contre les fenêtres. Jérémie s'éloigna seul, les épaules voûtées, Caroline silencieuse aux côtés de sa sœur. Béatrice lança un rapide regard larmoyant à Miss Marple avant de s'éclipser dans la nuit. Miss Marple, debout à la porte, les regardait partir. Derrière elle, le feu crépitait. Dehors, l'orage passa sans éclair. Et l'énigme, enfin, commençait à se mettre en place. Le matin se leva, pâle et incertain, sur Saint-Marie-Mide, l'orage de la nuit précédente laissant derrière lui un village nettoyé de fond en comble. Les arbres frémissaient doucement sous la brise, et des gouttes de pluie s'accrochaient à chaque pétale de rose et à chaque feuille de lierre. Même l'étang, autrefois théâtre d'une curiosité si lugubre, paraissait à nouveau serein, ses eaux immobiles, ses secrets rendus au silence. Mais le village lui-même avait changé. Les événements de la semaine écoulée avaient laissé leur empreinte non pas tant sur les bâtiments ou les routes, mais sur l'atmosphère entre voisins, la façon dont les regards s'attardaient un instant de trop, la façon dont les portes s'ouvraient un peu plus lentement qu'avant. La confiance, autrefois tenue pour acquise, était devenue prudente. Au bureau de poste, Madame Price Ridley était inhabituellement calme tandis qu'elle échangeait des plaisanteries avec Mademoiselle Hartnell. Pour une fois, elle s'abstint de tout blâmer, se contentant de remarquer que la pluie semblait bientôt laver de la poussière, n'est-ce pas? Chez l'épicier, M. Petri castiqua le comptoir une seconde fois avant de disposer les pains. Il jeta un coup d'œil vers le cabinet d'avocat de l'autre côté de la place, temporairement fermé, une note sur la vitrine indiquant « Affaire suspendue en attendant la réaffectation d'un avocat ».
Personne ne mentionna le nom de Fullerton à voix haute. À midi, la plupart des villageois avaient déjà entendu le résultat final de l'enquête de l'inspecteur Craddock. La vérité avait été trop lourde à porter pour rester enterrée. Jérémy Fullerton avait été blanchi du meurtre, mais non sans conséquence. Il avait remis sa démission du cabinet et quitté temporairement le village, affirmait-il, mais peu croyaient qu'il reviendrait. Il y avait trop de honte à rester là où tout le monde connaissait son passé, même lorsque la culpabilité n'était pas prouvée. Eleanor Symington, bien que n'ayant jamais été officiellement inculpée d'aucun crime, s'était retirée de ses dernières fonctions sociales. Elle avait écrit une lettre au comité paroissial, proposant une période de retrait et de réflexion. Sa sœur, Caroline Edgecombe, était restée à la maison, mais Miss Marple remarqua qu'elle marchait avec une raideur nouvelle, comme si le poids de ses longs secrets avait enfin été reconnu, voire absous. Béatrice Lane avait été discrètement renvoyée de la maison Symington, bien que mademoiselle Marple ait veillé à ce qu'elle obtienne une référence. Elle n'avait commis aucun crime, mais elle avait été utilisée, et cela, selon le jugement prudent du village, était une tâche difficile à effacer. Seul Harold Symington, dont le nom avait autrefois porté un tel poids, reposait désormais sous terre, dans un anonymat discret. Ses funérailles, célébrées 3 jours après l'admission d'Eleanor, avaient été modestes. Le révérend Tilling avait prononcé un sermon mesuré sur la fierté et les conséquences, la justice et le silence. Les bancs étaient peu remplis. Quelques larmes avaient coulé. Et pourtant, malgré ce calme apparent, quelque chose de plus profond avait changé. Le soir de ce même jour, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, la dernière lumière rose du crépuscule caressant les rideaux de dentelle de sa chaleur. Sa tasse de thé reposait sur la table à côté d'elle, refroidissant discrètement. Une chaussette à moitié finie reposait sur ses genoux. Elle ne tricotait pas. Ses mains étaient jointes, et elle réfléchissait tranquillement, profondément. Elle avait déjà vu cela, plus d'une fois. Un meurtre qui ne se résumait pas à l'acte lui-même, mais aux répercussions qu'il provoquait sur le monde. Elle avait toujours cru que des gens ordinaires, des petits villageois, étaient capables de choses étonnantes, pour le meilleur et pour le pire. La plupart vivaient d'habitude et de politesse. Mais sous la pression, la peur, la trahison ou l'accablement, même les âmes les plus douces pouvaient se comporter avec une férocité inattendue. Elle n'avait jamais douté de la capacité d'action d'Eleanor. Ce qui l'avait surprise, finalement, c'était le calme avec lequel Eleanor avait accepté la révélation. Pas vraiment de honte, mais avec un certain soulagement. Il fallait bien que ça finisse, avait-elle dit avant de quitter le cottage de Miss Marple ce soir-là. Il avait gardé la vérité sous clé si longtemps. Un jour, quelqu'un finirait par forcer la serrure. Miss Marple y pensait souvent. La sonnette retentit juste avant 7 heures. C'était le révérend Tilling, le col légèrement de travers, un gâteau aux fruits emballés dans les mains. « J'ai bien cru pouvoir m'imposer, dit-il d'un air penaud, si vous avez encore envie de discuter. » Miss Marple l'accueillit avec sa grâce habituelle. Tandis qu'ils étaient assis, il posa la question que beaucoup de villageois se posaient à voix basse. « Croyez-vous, Jane, que justice ait été faite ?» Miss Marple prit un moment avant de répondre. Au sens où la plupart des gens entendent arrestation, inculpation, audience, peut-être pas. Mais au sens le plus important, oui. La vérité éclata au grand jour. Pas entièrement, peut-être, mais suffisamment pour rétablir l'équilibre. Le révérend hocha lentement la tête. Il y a toujours plus en dessous, n'est-ce pas? Si, dit Miss Marple. Mais nous ne sommes pas toujours censés creuser tout en bas. Parfois, le sol doit être laissé pour s'installer à nouveau. Ils se sont assis pendant un certain temps dans un silence confortable, le feu crépitant doucement. À l'extérieur, le vent a remué les haies, et l'étang au-delà du verre reflétait à nouveau les étoiles. Avant de partir, le révérend Tilling se tourna à la porte. « Vous avez un cadeau remarquable, Jane, pour voir ce que les autres manquent. »
Mademoiselle Marple sourit faiblement. C'est seulement l'observation, cher révérend. Observation étant. Alors qu'il entra dans la nuit, elle retourna sur sa chaise et ramassa finalement son tricot. Il y avait la paix dans la répétition, elle avait toujours cru. Paix dans le motif. La fête du jardin revient l'année prochaine, comme elle l'a toujours fait. Les ducs se déroulent le long de l'étang. La tente de confiture rivaliserait pour l'attention avec le stand de fleurs. Les gens souriaient, les commissaient, et prétendaient avoir oublié ce qui s'était passé. Mais ils n'oublieraient pas. Et mademoiselle Marple serait toujours là à regarder depuis la tente de thé, tricotée à la main, un doux sourire cachant l'esprit Razorcharp qui a vu le silence et la civilité au tremblement en dessous. Car dans chaque village calme, elle savait que les plus grandes vérités ne résidaient pas souvent dans le crime, mais dans la façon dont les gens y ont répondu. Et c'était finalement la chose la plus révélatrice de toutes.